Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Nous allons commencer ce webinaire. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est le 12e webinaire que je fais sur le thème du HPI et j'ai trois thèmes en alternance. Et ce soir, donc, le thème en question, eh bien, c'est quel projet professionnel pour vous épanouir pleinement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire en introduction? Encore une fois, je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau. Vous avez le petit bouton questions et réponses pour pouvoir poser vos questions. Ne soyez pas inquiets que vous n'ayez pas accès au chat. C'est un choix que j'ai fait parce que je sais qu'avec le nombre de participants que j'ai, sinon j'aurais bien du mal à contrôler mon timing. Déjà que j'ai tendance à dépasser un peu. Voilà. Alors, je vais commencer à vous partager ma présentation. Voilà, on va se mettre sur la première page tant qu'à faire. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le sujet, c'est quel projet professionnel pour vous épanouir pleinement quand vous êtes HPI ou multipotentiel. Alors, je fais tout de suite une première incursion sur le thème du HPI pour vous dire, j'ai un peu horreur de ce terme-là. Je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises à certaines ou certains d'entre vous. Mais en même temps, il est bien pratique. Donc, je continue à l'utiliser, même si je préfère un peu plus le terme de multipotentiel. Et au passage, je ferai, on va dire, une petite définition dans le menu de ce que c'est qu'est-ce que j'entends derrière le terme HPI et derrière le terme multipotentiel. Donc ça, ce sera l'entrée du menu. Juste après, je vous parlerai des obstacles pour vous permettre de définir et atteindre votre projet professionnel. Qu'est-ce qui fait finalement qu'un multipotentiel a des difficultés à se définir et atteindre son propre projet professionnel qui lui permet de s'épanouir? Je ferai un zoom sur le syndrome de l'imposteur, qui est un de ces obstacles. Et puis, bien évidemment, on arrivera ensuite à comment surmonter tous ces obstacles. Alors, je surveille en même temps vos remarques et vos questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, vous continuez à vous exprimer tout au long de cette présentation. Et puis, comme je vous ai dit, ben, vous posez vos questions tout au long de la présentation. Donc, pas besoin d'attendre la fin pour pouvoir commencer à les poser. Voilà, même si j'ai mis vos questions à la fin. Alors, de quoi je parle quand je parle de HPI? Ben, en fait, quand on parle de HPI, c'est la définition exacte, c'est un QI supérieur à 130 et le QI, aujourd'hui, il est mesuré par un test officiel qui est le test du WAIS 4. Mais bien évidemment, cette question de l'intelligence, c'est un sujet très controversé. Je pourrais même dire que je trouve que c'est assez osé de dire que le HPI mesure une forme d'intelligence. Alors peut-être qu'il en mesure une forme, mais pas une forme globale et une forme complète. En l'occurrence, si je parle des 9 intelligences de Ward Gardner, eh bien, le HPI ne s'attache à en mesurer que deux, la logico-mathématique et la linguistique. Donc, dans le fond, on voit bien la limite de ce test HPI. Mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est que eh bien, les HPI ont des modes de fonctionnement bien particuliers. Alors, comment je le sais? Il n'y a pas d'études scientifiques sur le sujet, mais par contre, moi, je le constate au quotidien. Et donc, oui, je peux affirmer aujourd'hui, au travers des plus de 1000 ou 1500 personnes que j'ai eues en contact dans mes webinaires depuis plusieurs années, qu'en effet, il y a une corrélation entre d'un côté le HPI et de l'autre, ces modes de fonctionnement si particuliers. Alors, de quoi je parle quand je parle de mode de fonctionnement? D'abord, je pense à la vitesse. Alors, une vitesse hors norme, certes, c'est notamment la vitesse pour comprendre, la vitesse pour apprendre, la vitesse pour réfléchir, pour observer, pour imaginer, pour anticiper. C'est parfois aussi la vitesse pour agir, mais on va le voir, c'est un peu plus subtil que ça, cette histoire de vitesse. Mais globalement, quand même, les HPI vont plus vite. La deuxième caractéristique à laquelle je pense, c'est cette pensée arborescente. Alors, la pensée arborescente, en fait, c'est ce qui caractérise globalement tout être humain, mais dans le cas des HPI, c'est particulièrement marqué, dans le cas des multipotentiels, c'est particulièrement marqué. C'est cette, à la fois, appétence pour 1000 sujets, cette capacité à s'intéresser à plein de domaines, à plein de sujets, et en même temps à faire des liens croisés entre ces sujets. Et c'est ce qui fait justement qu'ils sont plutôt très créatifs, plutôt très innovants, et aussi qu'ils ont parfois des intuitions souvent fulgurantes, parfois inexplicables, mais très souvent pertinentes. Ça, je pourrais y revenir si c'est un sujet qui vous intéresse. L'autre caractéristique des HPI, c'est qu'ils ont un très haut niveau d'exigence qui peut parfois confiner au perfectionnisme. Alors, ils sont exigeants pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Et en général, quand même, ils sont un peu plus exigeants pour eux-mêmes que pour les autres.
Ils ont également un fort besoin d'apprendre. Alors, c'est à la fois un besoin et une appétence d'apprendre. Ils adorent apprendre, et ils ont envie d'apprendre. Alors, au passage, sur ce webinaire, c'est la raison pour laquelle j'essaye de vous fournir beaucoup d'informations, parce que sinon, il y aurait cette déception à la fin du webinaire de se dire, mais j'ai pas appris grand-chose ou j'ai pas appris suffisamment. Alors, ce besoin d'apprendre, en fait, il se traduit aussi par une forte capacité d'adaptation. Je pourrais même dire que les HPI sont des champions de l'adaptation. C'est des champions pour être des caméléons, pour s'adapter, on va dire, à leur environnement. Je vais y revenir, bien évidemment. Autre point particulier, c'est qu'ils ont une sensibilité exacerbée. On pourrait parler d'hypersensibilité, alors plus ou moins marquée, mais attention à ne pas confondre entre HPI et HPE, haut potentiel émotionnel, ou HSP, High Sensibility Person en anglais. En fait, les personnes HPI, les personnes qui sont considérées comme HPI sont plutôt 2 à 3% de la population. Les personnes plus sensibles que la moyenne, c'est plutôt 15% de la population. On voit donc que la population des plus sensibles que la moyenne englobe les HPI, mais l'inverse n'est évidemment pas vrai. Alors cette sensibilité, en fait, elle va se traduire à la fois par une forte émotivité, mais aussi on va parler d'hyperesthésie, c'est-à-dire d'être capable dans son corps de capter par ses cinq sens de façon beaucoup plus forte que la moyenne. Ça, je pourrais y revenir aussi pour celles et ceux que ça intéresse. Dans le même registre, il y a également une forte empathie. Alors cette forte empathie, ça va conduire les HPI à s'orienter dans leur vie en général et dans leur vie professionnelle, dans leur projet professionnel, à s'orienter plus fortement vers les autres, même si on pourrait dire que par certains aspects, les HPI peuvent avoir des tendances à un petit peu être auto-centrés, mais je vous expliquerai aussi pour quelles raisons plus tard si ça vous intéresse. Autre caractéristique, ils ont une forte humilité. En fait, ils ont ce que j'appelle le syndrome de Socrate. Ils savent qu'ils ne savent pas grand-chose, hein. Socrate, c'est je sais que je ne sais rien. Donc, comme ils ont conscience qu'ils ne savent pas grand-chose au regard de l'énormité de la connaissance, j'allais dire, humaine, si je puis dire, eh bien, de fait, ils ont toujours une approche très humble en se disant, mais moi, je ne connais pas grand-chose. Même si ils adorent apprendre et qu'en général, ils en connaissent bien plus que la moyenne. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique très particulière. Et puis, ils ont également besoin de sens, besoin d'utilité, besoin de justice. Alors, j'ai mis tout ça dans un même paquet, mais c'est pas tout à fait la même chose. Sens et utilité, sens dans leur vie, besoin d'utilité dans leur vie professionnelle. Ils ont besoin de se sentir utiles, mais ils ont aussi la valeur de la justice qui est chevillée au corps, et c'est tellement chevillé que ça a des impacts très très importants dans leur vie professionnelle et dans leur vie tout court. Et puis j'ai rajouté également, ils ont un fort besoin d'autonomie et de liberté. Alors c'est à la fois un besoin, mais c'est aussi une caractéristique, un mode de fonctionnement. Ils fonctionnent de façon libre, ils fonctionnent de façon autonome, mais ils ont besoin aussi de cette autonomie. Alors, cette liste, elle est loin d'être exhaustive, hein. En fait, on pourrait dans la littérature trouver d'autres caractéristiques, facilement une quinzaine, mais disons que ceux-là constituent, on va dire, un peu les piliers les plus importants et qui sont les plus représentatifs de la population des multipotentiels. Bien évidemment, si vous vous posez des questions en cours de route sur d'autres caractéristiques, vous dites, tiens, mais au fait, je pensais que les HPI étaient comme ça, n'hésitez pas à me poser la question. Donc, je surveille en même temps les questions-réponses. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas de commentaires, donc tout va bien, je continue. Alors, j'ajoute aussi quelque chose d'important à ce sujet, au sujet des caractéristiques, c'est qu'en fait, on pourrait assez facilement, sur chacune de ces caractéristiques, trouver presque l'opposé chez les HPI. Alors, vous allez me dire, on est capable de tout démontrer et tout est son contraire. En fait, pas tout à fait. Dans le cas de la vitesse, ils ont quand même cette vitesse hors norme, mais il y en a un certain nombre, et je sais qu'il y en a plusieurs cette semaine que j'ai eu au téléphone qui m'ont réexprimé ça. À la fois, effectivement, ils savent qu'ils peuvent aller vite, mais en même temps, ils me disent, mais non, non, en fait, moi, je trouve que je ne vais pas plus vite que la moyenne. Au contraire, je me trouve plutôt lent, et c'est une remarque qu'on me fait. Mais cette lenteur, elle est liée soit, par exemple, au fait qu'ils ont du mal à choisir, soit parce que ils ont besoin d'emmagasiner un grand nombre d'informations avant de s'engager dans l'action ou de prendre des décisions. Bref, il peut y avoir plusieurs raisons, mais on est donc du coup capable de finalement trouver qu'on est à la fois plus rapide que la moyenne dans certaines situations et plus lent que la moyenne dans d'autres situations. Je vais prendre aussi l'exemple sur l'exigence.
Je vous disais qu'ils étaient très exigeants, mais en fait, dans certains cas, ils ont du mal à exprimer les choses aux gens, par peur, par exemple, de froisser, et du coup, ils vont paraître un peu trop indulgents vis-à-vis de certaines personnes. Je pense en particulier à des managers vis-à-vis de leurs collaborateurs. Ils ont peur de les froisser, ils ont peur de les choquer, pour tout un tas de raisons, et donc, ils vont sembler plus indulgents que la moyenne et pas assez exigeants, en fait. Voilà. Alors, comment tout ça, ça se traduit dans la vie concrète du HPI? Eh bien, ça se traduit par des obstacles. Alors, le premier obstacle qu'ils vont rencontrer, ils vont rencontrer un obstacle que je vais appeler l'éclectisme ou la dispersion. Alors, effectivement, ils sont intéressés par mille sujets. Et du coup, cet intérêt pour mille sujets, y compris cette façon de s'engager dans plusieurs projets à la fois, eh bien, va paraître aux yeux de la moyenne, aux yeux des autres, comme de la dispersion. Bah oui, en effet, effectivement, n'importe qui s'engage dans plusieurs projets à la fois va avoir tendance à se disperser, à n'aboutir dans rien. C'est pas vraiment le cas d'un HPI. Il a besoin de cet éclectisme et de cette multiplicité, de ce parallélisme, je dirais même, pour pouvoir être motivé. Alors, ils vont s'intéresser à des domaines aussi bien techniques, humains, au sport, à l'art, à la politique, à l'histoire, etc. Au sein, si on regarde à l'intérieur de l'aspect technique et technologique, ils vont s'intéresser aussi bien à la biologie, au numérique, à l'intelligence artificielle, à la physique quantique, aux neurosciences, etc. Bref, on voit bien qu'il y a ce côté multiple qui apparaît. Et donc, du point de vue de leur manager, du point de vue d'un recruteur, ça va vraiment paraître comme de la dispersion. Mais surtout, la problématique, c'est que un recruteur ne perçoit pas, n'imagine pas une seule seconde, un recruteur qui n'est pas HPI, bien sûr, n'imagine pas qu'on puisse être éclectique et qu'on puisse être compétent dans plusieurs domaines. Donc, c'est là, ça aussi qui fait que ça va être perçu un petit peu comme de la dispersion ou comme de l'incompétence déguisée, d'une certaine façon. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais vous donner un exemple sur cette histoire de dispersion qui fait que c'est pas toujours facile de choisir aussi son projet professionnel, c'est-à-dire qu'on a tendance à être intéressé par plein de choses. Quand j'ai quitté mon dernier emploi en 2015, en fait, j'étais tellement dans le brouillard que je me souviens, on me posait la question et je dis, mais en fait, tu sais, entre astronaute, chanteur et pompier, je ne sais pas quoi choisir. Et quand je dis ces trois termes, c'est vraiment les trois termes qui me venaient à l'esprit. Je pourrais y revenir, c'est des sujets qui me passionnent dans les trois cas. Mais voilà, jusqu'où peut conduire ce brouillard de la dispersion et de l'éclectisme? La deuxième raison qui fait que c'est pas facile d'avancer dans son projet, c'est ils sont dans un phénomène que j'appelle la suradaptation. Alors j'espère que vous avez bien moyen d'intervenir sur les questions-réponses parce que je ne vois pas pour l'instant de commentaires. Alors si, ça y est, il y en a une. Nathalie, n'est-ce pas une conséquence du profil plutôt qu'un obstacle eu égard au regard des autres? Alors, qu'est-ce qui serait une conséquence du profil plutôt qu'un obstacle? La suradaptation peut-être? Il faudrait peut-être me préciser, Nathalie, si c'est possible. Alors. Oui, merci Robin, qui est d'accord avec moi. L'éclectisme et la dispersion, donc, qui serait effectivement une conséquence et non pas un obstacle. Alors, oui, j'ai peut-être pas été assez clair, Nathalie. En fait, c'est un obstacle par certains aspects, cette dispersion ou cet éclectisme, dans vraiment la question du choix d'une orientation professionnelle. J'en ai rencontré vraiment un très grand nombre de HPI qui me disaient, mais en fait, moi, je pourrais m'adapter partout et donc je ne sais pas où aller. Et en même temps, comme je ne sais pas où aller, je ne vais pas en choisir un de peur que ce soit pas le bon, en fait. C'est ça la problématique. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Nathalie. Alors, sur cette question, sur ce sujet de la suradaptation, j'essaie d'aller vite, hein, et puis en même temps, je vais surveiller vos réponses. Merci, Nathalie. En fait, les HPI sont tellement empathiques, ils sont empathiques et en même temps, cette empathie fait qu'effectivement, ils ont besoin d'être connectés aux autres. Et être connecté, ça va jusqu'au fait d'être accepté, d'être intégré aux autres. Ce sont des êtres sociaux plus particulièrement que la moyenne des autres. Et donc, ce besoin d'être accepté et d'être intégré fait que, comme ils se sentent différents, eh bien, ils vont faire des efforts toute leur vie pour essayer de ressembler aux autres. C'est aussi ce que j'appelle, moi, le syndrome du vilain petit canard du conte d'Andersen du même nom. C'était l'histoire d'un cygne qui était né dans une famille de canards, qui voyait bien qu'il ressemblait pas du tout à un canard, mais qui tentait, par tous ses moyens, de ressembler à un canard.
Et donc, comme il fait des efforts démesurés d'adaptation, eh bien, il finit par ne plus savoir parfois qui il est. Vraiment, c'est-à-dire qu'il s'est tellement adapté qu'il s'est adapté à tous les domaines, à toutes les personnes. Et donc, dans le fond, quand on lui demande mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment, eh bien, il est bien dans la difficulté pour répondre à cette question-là. Alors, cette histoire de suradaptation, et je jette en même temps un œil à vos questions. Charles, le problème, c'est d'accepter le fait que les autres ne soient pas multitâches. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Là, on est vraiment dans, quand je parle de suradaptation, c'est le HPI qui se suradapte aux autres. Mais en effet, il peut y avoir se surajouter le fait qu'on a du mal à accepter que les autres ne soient pas comme nous. C'est effectivement peut-être parallèle à la suradaptation, mais c'est encore autre chose. Peut-être, alors Robin, peut-être que se recentrer sur nos valeurs est un bon fil d'Ariane pour discerner quoi faire. Bien sûr, mais des fois la suradaptation est telle qu'on ne sait plus où sont nos valeurs. Mais en effet, j'adhère complètement. C'est une très bonne remarque. Alors, cette suradaptation, elle va se traduire non seulement sur les modes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'un HPI va avoir tendance à adapter des modes de fonctionnement des autres. Typiquement, je vais revenir sur cette histoire de dispersion. Quand on va lui dire, mais non, non, pour être efficace dans le monde professionnel, il faut savoir faire une seule chose à la fois, eh bien, un HPI va tendance à suivre ce conseil-là, alors que fondamentalement, ça n'est pas efficace ni performant pour lui. Il a besoin de cette multiplicité, de ce parallélisme à la fois pour entretenir sa motivation, son intérêt, et donc il sera moins efficace s'il cherche à faire une seule chose à la fois. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est la première conséquence sur les modes de fonctionnement. Ça va avoir une conséquence aussi sur leurs envies, c'est-à-dire que ils finissent par un peu oublier leurs envies à force d'être dans la suradaptation. Et puis enfin, ça va avoir un impact aussi sur leur assertivité puisqu'ils vont avoir du mal à exprimer vraiment leurs besoins parce qu'ils savent pas trop quels sont leurs besoins. Je vais même vous donner un exemple dans certaines situations plutôt personnelles. Hein, on est assis au bar avec des amis, on va commencer par attendre de voir ce que commandent les autres pour essayer de s'adapter un petit peu au rythme des autres. Si tout le monde a pris un café, on va être plutôt dans le registre boisson chaude. Si tout le monde est dans une boisson fraîche, on sera plutôt dans ce registre-là. Alors, bien évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vraiment un exemple que j'ai rencontré. Oui, merci Rachel, c'est tellement vrai. Nathalie, mais si on veut que les autres suivent et adhèrent, on doit aussi s'adapter. Oui, alors je vais y venir après, hein, dans les solutions. Donc, suradaptation, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la suradaptation? Euh, oui, et le plus embêtant dans cette suradaptation, c'est que c'est un processus qui est très ancien. Donc, comme c'est très ancien, d'une part, on n'en a plus conscience, et d'autre part, c'est difficile de se défaire de ce pli. Comme je dis souvent, j'emploie l'image d'un drap qui a été plié avec un faux pli, mais sous une grande pile d'autres draps. Et si c'est fait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et bien quand vous retirez le drap et que vous essayez de défaire le pli avec le fer à repasser, ben, c'est très compliqué. Alors, autre difficulté, autre obstacle pour les HPI, c'est qu'ils se coupent de leurs émotions. Alors, c'est le paradoxe, c'est ce que j'appelle le paradoxe des émotions, parce qu'en fait, ils sont plus sensibles que la moyenne. Donc, on pourrait dire, bah, du coup, ils sont très connectés à leurs émotions, mais en fait, non, pas tout à fait, parce que leurs émotions sont parfois et souvent difficiles à vivre. Ils vivent plutôt des émotions négatives, et en fait, se couper de ces émotions, en fait, c'est une tactique de survie, c'est une tactique d'autoprotection. Et cette tactique d'autoprotection va les conduire à se couper de leurs émotions, de certaines émotions, qui sont des informations, qui sont autant d'informations très précieuses pour se définir leur projet, pour savoir qui ils sont vraiment et où ils peuvent être excellents, si je puis dire. Même s'ils sont très bons partout, ils peuvent être excellents quelque part. Alors Farida, c'est malheureusement la conséquence du fait de se sentir constamment en décalage avec les autres, perçu comme bizarre, non conforme, voire irrationnel. Oui, bien sûr, ça fait le lien avec la question de l'estime de soi. Accepter d'être différent, c'est très compliqué, je vais en reparler à la fin. Sur les émotions, qu'est-ce que je voulais dire? Non, je pense que c'était tout. Oui, dans mon cas, je voulais vous donner un exemple. Je m'étais coupé en fait de l'intérêt que j'avais pour l'éducation, pour l'enseignement. Pourquoi? Parce que j'avais en fait des émotions négatives sur ce sujet qui étaient liées un peu au rejet de mes parents qui étaient instituteurs, qui avaient été instituteurs, d'excellents instituteurs. Mais il n'empêche que comme eux étaient dans une logique qui était très différente de la mienne, moi je voulais exister dans ma différence et eux ils voulaient absolument que je rentre dans le moule. Alors, qui plus est quand on est instituteur, hein, on aime bien faire rentrer ses élèves dans le moule.
J'ai en plus été élève de mes parents, donc vous voyez en plus la difficulté. Et donc, en fait, par rejet un peu inconscient, par émotion négative liée à mes parents, je faisais un blocage sur la question de l'éducation et de l'enseignement. Vous voyez à quel point ça peut empêcher, ça peut nous empêcher d'aller vers notre projet, vers notre ikigai d'une certaine façon. Alors, autre difficulté, c'est que les projets de professionnels des HPI sont très atypiques. Exemple, ils vont imaginer des fonctions extrêmement multiples, ils vont imaginer une forme de complexité dans leurs fonctions, ils vont imaginer des fonctions où on a besoin de gens qui sont très polyvalents, des environnements où il y a beaucoup de projets, et en fait, tout ça, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on trouve dans les emplois qu'on nous propose. Et c'est aussi l'inverse de de tout ce que recherche l'immense majorité des gens. Et quand par hasard, ils tombent sur des offres d'emploi qui ressemblent à ça, il y a un peu trois écueils. Le premier écueil, c'est que eh bien, le recruteur ou l'entreprise est survendu un peu le poste dans l'espoir justement de faire venir un profil atypique, peut-être de façon inconsciente. Le deuxième écueil, c'est que eh bien, il va y avoir probablement pas tout à fait cette dimension multiple. Et puis, quand par hasard, effectivement, un employeur cherche vraiment le mouton à cinq pattes, en fait, c'est qu'il sait pas tout à fait ce qu'il veut, et donc la situation va peut-être pas. Souvent, c'est qu'il y a un piège, c'est que ça va pas forcément être si simple que ça pour un HPI de s'y adapter. Alors, je surveille en même temps vos questions. Didier, en quoi le HPI s'adapte plus qu'un non-HPI puisque c'est quand même ce qu'on demande en entreprise, rentrer dans le moule? Ben, oui, bien sûr. Mais en fait, dans le cas d'un non-HPI, en fait, il n'a pas besoin de s'adapter parce que rentrer dans le moule, c'est ce qui est naturel pour lui. Il est déjà dans le moule. Le non-HPI n'est pas différent, donc il n'a pas à rentrer dans le moule, il y est déjà. C'est ça la grosse différence. Alors, pardon, je suis en retard d'un thème, pas de souci. Clémentine, bravo pour l'émancipation. Alors là, je sais pas trop exactement à qui ça s'adresse. Anita, se couper de ses émotions en autoprotection, certes pour soi-même, mais aussi surtout du regard des autres. Oui, probablement, bien sûr. Mais là où je voulais insister sur l'histoire des émotions, c'est vraiment que ça vous empêche de savoir définir votre projet professionnel. Guillaume, pourquoi en situation de stress intense, fait-on parfois des erreurs basiques sur des détails? Bah, tout simplement parce qu'en situation de stress, nous viennent des émotions. Et nous, les émotions, je vais y revenir après, mais c'est vraiment compliqué. Donc, comme quand les émotions arrivent, elles arrivent rapidement et qu'elles sont incontrôlables, à ce moment-là, on se déconnecte de son cortex préfrontal et donc on est dans l'irrationnel. Euh, on cherche ces postes multiples, Didier, mais on s'y épuise. Comment faire? Tout à fait. Alors effectivement, c'est vrai que c'est le paradoxe, c'est qu'on les cherche, on les trouve pas forcément, et quand par hasard on les trouve, on s'y épuise. Ça, c'est tout le paradoxe des HPI, c'est que le chemin entre le trop et le pas assez est toujours relativement étroit. Donc ça suppose de bien se connaître. Je vais y revenir après dans le webinaire. Alors, à force de vouloir mettre tout le monde dans des moules, on va finir tous comme des quiches. Ben oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que nous sommes que 2 ou 3% à vouloir sortir du moule. Donc, on se bat un peu contre des moulins d'une certaine façon. Virginie, pourquoi, quand on a le poste qu'on rêvait, autonomie, imagination, finalement, ça n'est pas encore satisfaisant? Parce que nous sommes des éternels insatisfaits. Euh, voilà, je dirais que c'est d'abord et avant tout ceci. Alors, c'est un sujet que j'ai pas forcément prévu d'aborder trop en longueur, parce que sinon je vais vraiment déborder de mes trois quarts d'heure. Mais alors, au passage, je vous ai mis dans le chat que normalement vous avez reçu un message qui vous permet, et je vais le remettre d'ailleurs, et leur mettre ici un lien vers mon agenda qui vous permet de prendre rendez-vous. Je vais en dire deux mots tout à la fin. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour explorer de façon plus personnalisée vos questions, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez le faire au travers de ce lien. Est-ce que vous avez bien reçu, normalement je l'ai mis à tout le monde, le lien vers mon agenda? Est-ce que vous pouvez me confirmer pour certains que vous avez bien reçu ce lien? Super, merci Nathalie. Alors Didier, l'imaginaire est toujours plus beau que le réel. Oui, d'une certaine façon, c'est vrai, les HPI ont tendance à idéaliser les situations. On voit tout en trop, on vit tout en trop, en too much, donc nous imaginons des choses qui n'existent pas. Et c'est justement peut-être un peu le travers de cette histoire de projet atypique que j'évoquais à l'instant.
Alors, du coup, je ne vois plus ma présentation. Voilà, je vais avancer, hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions, mais je vais avancer parce que sinon, je vais déborder de mon timing. Alors, autre raison qui fait que ils ne poursuivent pas le fil de leur idée jusqu'au bout, eh bien, ils ont tendance à abandonner vite. En fait, ils font tout très vite, mais ils abandonnent aussi un peu vite. Alors, comme je dis souvent, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils vont capter très très vite tout ce qui ne va pas dans éventuellement comment dirais-je, les postes qu'on leur propose, les entreprises qu'ils ont identifiées, les types de management qu'ils ont trouvé qui ne leur correspondent pas. Mais parfois, c'est peut-être un peu rapide. Alors, c'est un peu rapide à la lumière éventuellement d'échecs précédents, à la lumière d'expériences précédentes négatives. Il y a une sorte un peu de réaction épidermique. Je dis parfois que les HPI ont tendance à prendre des décisions un peu à l'emporte-pièce ou donner des grands coups de barre à gauche, grands coups de barre à droite dans leurs décisions. J'ai un exemple précis. Une des personnes que j'ai accompagnées, ingénieur, m'avait dit, ben voilà, en fait, dans ma carrière, j'ai fait plusieurs changements assez radicaux de poste, de carrière. Et en fait, elle a regretté ces changements radicaux tout simplement parce que d'abord, elle s'est mise en danger, elle s'est mise un peu en zone d'inconfort, elle s'est mise parfois en échec avec toutes les conséquences sur sa carrière, mais aussi parce que dans le fond, le fait de faire des changements radicaux et plusieurs changements radicaux à la fois fait que elle n'a pas persévéré suffisamment longtemps pour pouvoir mesurer les effets de ces changements, de certains de ces changements. Et puis enfin, comme il y avait plusieurs changements, c'était difficile de détricoter les causes ou les conséquences de chacun de ces changements radicaux. Par exemple, changement de pays, changement de domaine d'activité, changement de management, changement de culture, enfin voilà, il peut y avoir tout ça à la fois. Je jette un œil aux questions. Oui, 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 oui. Non, je ne crois pas. Bon, je ne sais pas, Charles, à quoi ça s'adressait. Il ne faudra pas hésiter à me dire. Alors oui, autre raison, ils ne pensent jamais être prêts. Alors, ils sont tellement exigeants avec eux-mêmes qu'ils se disent non, non, bah non, là, je n'ai pas acquis toute la compétence qu'il fallait. Donc, ils sont jamais prêts. Et comme ils sont jamais prêts, bah, effectivement, ils vont pas au bout des choses. Alors, quand je me suis lancé en tant que consultant, coach consultant, en plus, qui plus est, j'étais dans le coaching. Dans le coaching, il y a tout un tas de techniques. Eh bien, il fallait absolument que je me forme à toutes les techniques de coaching. En fait, je me suis rendu compte, qui plus est, dans mon cas, que accompagnant des HPI où finalement les techniques classiques de coaching ne fonctionnent pas forcément si bien que ça, eh bien, je me suis rendu compte que j'aurais pu me lancer bien avant. Et j'ai perdu un certain temps avec ça. Voilà, mais il faut avoir conscience que on est trop exigeant avec soi-même sur le fait d'être prêt. Bien évidemment, je regrette en rien, hein, toutes les formations que j'ai faites, elles sont très utiles, mais voilà, c'est cette question de perte de temps et c'est important dans le cas d'un HPI. Quand un HPI est salarié et qu'il espère solliciter un poste supérieur, parce qu'il sent bien que c'est le niveau de responsabilité supérieur qui va lui donner suffisamment de vision large, suffisamment de complexité, suffisamment d'intérêt à son poste, eh bien, il va jamais se sentir prêt pour solliciter ce poste supérieur. Et puis, dernier point, à l'image de ce hamster qui tourne un peu dans sa roue sans savoir trop pourquoi, eh bien, leur cerveau envahissant les freine dans l'action. En fait, notre cerveau a tendance à fonctionner un peu en permanence et de façon incontrôlable. Et ça a plusieurs conséquences. Euh, En fait, notre cerveau, il adore penser, donc ça devient presque une seconde nature. Finalement, le fait de penser tout le temps, ça mange du temps sur l'action et sur la prise de décision. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que eh bien, nos pensées nous conduisent à imaginer tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. C'est peut-être un peu dommage, mais c'est comme ça. On a tendance à se concentrer sur ce qui risque de mal fonctionner. D'abord, avant d'imaginer tout ce qui pourrait bien fonctionner. Donc voilà un frein à l'action important. Et puis, dernière raison, parce que notre cerveau a tendance à adorer intellectualiser. Nous adorons intellectualiser. Et en adorant intellectualiser, eh bien, on finit par en oublier le but premier de cette réflexion qui était censée nous conduire à l'action. Alors, zoom sur le syndrome de l'imposteur. Oui, l'autre raison qui fait qu'on a du mal à avancer, c'est qu'on a ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome de je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas suffisamment prêt. Et en fait,
on va dire, quatre éléments, quatre modes de fonctionnement spécifiques au HPI qui se combinent entre eux pour conduire à ce syndrome de l'imposteur. Le premier mode de fonctionnement, c'est le haut niveau d'exigence. On a un très haut niveau d'exigence, donc évidemment, nos standards étant très élevés, on les atteint rarement, et si on les atteint rarement, c'est comme une preuve qu'on n'est pas à la hauteur, hein, d'une certaine façon. La deuxième raison, c'est que on a toujours vécu dans un sentiment de décalage, d'être incompris, d'être rejeté. Je jette un œil à ma montre, il me reste un quart d'heure. Donc, c'est comme une preuve qu'effectivement, on n'est pas à la hauteur. Troisième élément, on a peur de l'échec et de ses conséquences potentielles. Alors, cette peur de l'échec, elle est liée à plein de choses, hein, mais ça pourrait être la peur d'être rejeté une nouvelle fois par les autres. C'est le risque de se voir confirmer qu'on n'est pas à la hauteur, encore une fois. Donc, toutes ces peurs font que ça alimente notre syndrome de l'imposteur. Et puis, enfin, on a cette sensibilité à la valeur de l'honnêteté, la sincérité. Pour un HPI, être malhonnête, c'est juste insupportable. Or, comme je vous ai dit tout à l'heure, affirmer qu'on est compétent, c'est quand même une affirmation difficile pour un HPI puisque il n'a pas pu se tester en vraie grandeur dans le poste qu'il convoite. Donc, tant qu'il n'a pas testé, tant qu'il ne s'est pas mis en situation, il ne peut pas affirmer qu'il est compétent, et donc il va surtout pas affirmer qu'il est compétent s'il ne le pense pas sincèrement. Voilà, donc ça, c'est la mécanique du syndrome de l'imposteur. Alors maintenant, les solutions. Comment surmonter tous ces obstacles? La première clé pour surmonter ces obstacles, comme je dis souvent, c'est apprenez à mieux vous connaître. Alors ça peut sembler paradoxal, en particulier quand je vous dis, quand vous me dites, vous me partagez votre difficulté à vous interfacer aux autres. Eh bien, sachez que c'est pas du tout paradoxal, puisque, comme je vous disais, la problématique de cette adaptation aux autres, c'est qu'elle fonctionne bien, mais elle part d'un constat qui est inexact. C'est le constat que vous pensez être très proche des autres, que vous pensez être comme les autres. Et donc, il faut prendre conscience finement de vos modes de fonctionnement, un petit peu à l'image de ce que je fais en ce moment. Je vous explique tous ces modes de fonctionnement. Alors, ça suffit pas de les expliquer. Il faut aussi aller les visiter personnellement avec l'aide de quelqu'un qui connaît bien tout ça et qui vous aide à mesurer surtout à quel point vous êtes coloré de chacun de ces modes de fonctionnement et jusqu'à quel point il y a un écart entre vous et les autres. Et également, comment se combinent vos modes de fonctionnement entre eux, un peu à l'image de cette question du syndrome de l'imposteur, pour déboucher sur des conséquences qui sont parfois un peu surprenantes. La deuxième chose, c'est d'apprendre à mieux vous accepter, mieux vous assumer. Et ça, je pourrais presque dire que c'est la pierre angulaire de l'accompagnement d'un HPI. Pourquoi? Parce que en fait, c'est très difficile pour un HPI de s'assumer comme il est. En fait, toute sa vie, il a été dans la suradaptation. Sortir de la suradaptation, c'est comme si on lui disait, écoute, tu as eu tort toute ta vie. Or, en fait, un HPI, il a raison sur pratiquement tout, toute la ligne, sauf peut-être justement sur ce point-là. Donc, vous voyez à quel point se remettre en cause sur cette dimension-là, c'est très compliqué. Et puis, ça représente un risque véritablement. C'est le risque d'être soi-même, c'est le risque justement d'être rejeté, de ne pas être apprécié par les autres. Or, ça, c'est difficile pour un HPI aussi de ne pas être apprécié par les autres. Alors, je jette un œil aux questions. Un Breton HPI ou pas n'abandonne jamais, surtout s'il est marin. Sans doute, Charles. Oui, bien évidemment. Alors, ça me donne l'occasion de dire que tout ce que je dis, évidemment, ça ne doit pas être ultra généralisé. C'est-à-dire que il n'empêche que chaque personnalité est différente, chaque personnalité réagit différemment. Et c'est en ça, d'ailleurs, que je vous dis, apprenez à mieux vous connaître. Le changement radical n'est-il pas le prix à payer pour le HPI pour se trouver vraiment? Jusqu'à un certain point. C'est une très bonne question, Catherine, et justement, ça me donne l'occasion de parler de ce que j'appelle l'effet balancier. C'est-à-dire que quand on a pris conscience de cette différence, quand on assume cette différence, parfois on a tendance à aller complètement à l'opposé et dire, bon, bah, maintenant, je vais m'assumer et je vais affirmer haut et fort, un peu dans une logique de coming out. Alors, d'abord, le coming out, attention à ne pas dire, moi, je suis HPI, donc j'aimerais qu'on me respecte, parce que justement, ça pourrait être pris comme, une bonne excuse pour ne pas faire d'efforts d'adaptation par les autres, et deuxio, comme une façon justement de renvoyer un peu tout le monde dans ces 22. En fait, il va falloir continuer à vous adapter, mais vous adapter de façon beaucoup plus équilibrée et en tenant compte quand même que vous n'avez pas 100% du chemin à faire. Voilà, Catherine, hein, ce que je pouvais dire à ce sujet-là. N'est-ce pas aussi le fait que les idées très nombreuses arrivent plus vite
que ce que la mise en œuvre des actions, ce qu'on est capable de mettre en action, Nathalie. Oui, bien sûr, bien évidemment. Notre cerveau va tellement vite qu'on n'est pas capable non plus d'aller aussi vite. Donc, c'est vrai que c'est aussi un frein à la mise en action, ça. Roxana, je suis bonne en tout, mais spécialiste en rien. Oui, alors ça, je sais que c'est une expression que j'avais utilisée très très souvent. Généraliste en tout, spécialiste en rien. Ben, peut-être qu'une des façons de sortir de ça, c'est de commencer à arrêter de vous auto-flageller avec cette façon d'être spécialiste en rien. En fait, vous êtes multispécialiste, Roxana. Eric, bonjour. Si ce n'est pas trop personnel, à quel moment de votre vie avez-vous pris connaissance de votre HPI? Non, bien sûr. En fait, je crois me souvenir que mes parents avaient dû me faire tester au niveau du QI, mais j'étais incapable de me souvenir du résultat et je crois que j'avais enfoui ça très profondément, comme bien souvent pour beaucoup de HPI. Et deuxième chose, eh bien, en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser à nouveau, parce que il y avait des personnes qui m'en parlaient, mais finalement, pas tant que ça, parce qu'encore une fois, il n'y a que 2% de la population qui connaît ce sujet. Aujourd'hui, 98% de la population soit ne connaît pas, soit connaît très mal ce sujet. Donc, c'est très difficile pour eux pour eux de vous en parler. Donc, moi, je l'ai connu il y a 6 ou 7 ans. J'en ai pris conscience il y a 6 ou 7 ans. Et comment j'en ai pris conscience? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la quasi-totalité des personnes que je coachais étaient eux-mêmes HPI. Alors là, je me suis dit, il va falloir arrêter le déni. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Eric. Donc, c'était la petite anecdote. Alors, apprenez à mieux vous accepter, mieux vous assumer. Euh, voilà. Et ce qui n'est pas facile non plus parce que pour un HPI, s'assumer, c'est se dire, mais mon Dieu, je vais paraître prétentieux, arrogant. Non. Si on n'est pas en train de dire je suis HPI, il n'y a pas d'arrogance, il y a pas de prétention. Par contre, si on s'assume en disant, ben voilà, moi je fonctionne comme ça, j'ai besoin aussi certes, je suis OK pour faire des efforts, je suis OK pour m'adapter, mais il faut aussi que les autres comprennent comment je fonctionne. Il faut peut-être aussi que moi, je sache m'entourer de personnes qui ne sont pas trop éloignées de moi. C'est en ça qu'il faut il faut apprendre à mieux s'accepter, mieux s'assumer. Et tout ce travail d'acceptation et de s'assumer suppose d'avoir déjà un regard positif sur soi. Donc, suppose de fait un travail sur l'estime de soi. Voilà. Et l'estime de soi, c'est pareil, c'est pas un sujet qui est très simple. Et qui plus est, ce que je dis souvent dans mes webinaires, c'est que les techniques pour travailler sur l'estime de soi, bah, classiques, ne fonctionnent pas très bien chez les HPI. Je vais vous donner un exemple. Hein. Moi, j'avais utilisé quand je travaillais sur moi, sur ce sujet, le petit cahier d'estime de soi de Rose Poletti, qui est super par ailleurs. Vraiment, je le recommande pour des personnes classiques. Normopensantes, j'ai horreur de ce terme, ou neurotypique, on va dire. Euh, eh bien, en fait, ça fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que, un, le HPI a besoin de comprendre. Deux, il décortique un peu la technique et puis il voit le côté un peu artificiel. Il a horreur de ce qui est artificiel et donc il se dit non, non, mais ça va pas fonctionner. Et puis trois, il se dit mais en fait, il voit bien le côté un peu, non pas méthode Coué, mais le côté, j'allais dire, dialectique dans la question de l'estime de soi. Et ça, il se dit, non, mais ça, c'est encore une façon pour moi de me dire, bah, si, si, je suis vachement bien, et donc c'est forcément arrogant. Donc on voit bien toutes les freins aux tactiques habituelles. Donc moi, j'ai appris à développer des techniques spécifiques pour aider mes coachés à travailler sur leur estime d'eux-mêmes. Alors j'avance parce que sinon, j'aurais pas le temps de terminer. Troisième chose, apprendre à se reconnecter à ses émotions. Alors, même chose, se reconnecter à ses émotions, ça n'est pas simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que justement votre cerveau vous est déconnecté de vos émotions par réflexe d'autoprotection. Comment voulez-vous commander à votre cerveau de dire, ah si, si, il va falloir te reconnecter à tes émotions? Eh ben, il va y avoir une partie de votre cerveau qui va dire, eh ben, si je l'ai fait, c'est qu'il y avait une bonne raison, mon ami. Donc, je vais surtout pas le faire. Donc, vous voyez bien que se reconnecter à ses émotions, ça ne se fait pas simplement. Ça ne peut pas se faire tout seul. Et qui plus est, là encore, les techniques habituelles, genre vous allez apprendre à respirer, etc., eh ben, on apprend vite à les démasquer, à les décortiquer, et puis à se rendre compte que ça fonctionne pas. Qui plus est, parce que les émotions des HPI arrivent vite, et quand elles arrivent, eh bien, il est déjà trop tard pour adopter des tactiques un peu classiques. Donc moi, j'ai appris aussi à développer des techniques de gestion et même d'anticipation des émotions qui sont plus puissantes et qui sont plus adaptées au HPI.
Autre conseil que je vous donne, c'est apprendre à canaliser votre cerveau. Alors là aussi, vous allez me dire, c'est un peu schizophrénique ça, hein. Le cerveau qui commande au cerveau d'arrêter de fonctionner. Bon, ok, ben si quand même, ça peut marcher. Première suggestion que je vous livre, c'est de vous ancrer plus dans le corps. Alors vous ancrer plus dans le corps, mais pas n'importe comment. Par exemple, en faisant des activités physiques qui vont vous demander un engagement énergétique très intense. Par exemple, des activités de fond, course, marche, natation, vélo, etc. En fait, là, vous allez vraiment apprendre à non pas déconnecter le cerveau, mais à trouver une forme de lâcher prise. Et même au contraire, votre cerveau va être capable de produire de la créativité tout en faisant une activité intense. Deuxième tactique que je vais vous donner, il ne faut pas que je les oublie en cours de route, c'est de concentrer votre cerveau, de le faire concentrer sur des activités ludiques de temps en temps, pas tout le temps, parce que là, ça pourrait être un peu addictif. Mais moi, par exemple, je fais beaucoup de sudoku. Je fais aussi le soir, avant de me coucher, j'ai téléchargé un petit jeu où je verse des bouteilles de couleurs les unes dans les autres. Et en fait, j'ai trouvé que c'était ma bonne tactique pour pouvoir m'endormir. Je fais ça 10 minutes, parfois moins, et c'est suffisant pour dire à mon cerveau, très bien, tu t'es bien amusé, maintenant au dodo. Autre tactique, c'est aussi d'apprendre à se concentrer sur les autres. Par exemple, alors ça n'est pas si simple parce que on a aussi besoin de s'occuper de soi. Mais il n'empêche que, alors je pourrais vous donner des exemples si vous souhaitez, mais là je suis un peu limité en temps. Et puis je pense enfin à une dernière idée sur le fait de canaliser son cerveau, c'est d'apprendre à ne pas juger justement, ne pas porter un regard critique de jugement sur le fait que votre cerveau fonctionne trop. Parfois, on lit mon cerveau fonctionne trop. Alors, le trop, c'est pas bien. Il y a une notion de jugement. Eh bien, vraiment, ma suggestion, c'est d'éviter de rentrer dans ce jugement. Je sais qu'il y a pas mal de questions. Je vais tâcher d'y répondre à la fin. Ce que j'ai mis aussi, apprendre à développer votre mode méta. C'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle le mode observation en coaching. C'est non pas le mode observation jugement, mais le mode observation, c'est porter un regard un peu plus objectif sur la façon dont vous fonctionnez. En fait, ça n'est pas si grave que ça. Mais en vous mettant en mode observation, du coup, c'est plus facile de vous rendre compte à quel point vous êtes en décalage avec les autres. Et puis, dernier point, pas des moindres, c'est ajuster vos croyances. Par exemple, moi, en tant qu'indépendant, j'avais une croyance un peu, quand je me suis lancé, c'est on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et en fait, avec l'aide d'un autre coach, un des coachs qui m'a formé hein, au coaching, il m'a aidé à transformer cette croyance en autre chose, une croyance qui était plus écologique pour moi. C'était le fait de dire, mais en fait, c'est pas grave si je n'arrive pas à convaincre du premier coup certains clients, c'est peut-être parce que ce ne sont pas mes clients. Voilà. Eh ben écoutez, et pour tout ça, il faut se faire accompagner par quelqu'un parce que encore une fois, c'est difficile d'être dans la schizophrénie et se faire accompagner par un coach qui est spécialisé HPI. Et je sais que pour en avoir échangé avec certains d'entre vous, vous êtes peut-être des fois déjà fait accompagner par des coachs qui se déclarent spécialisés en HPI, mais en fait, on se rend compte en discutant avec eux qu'ils vous comprennent pas bien ou qu'il n'y a pas une vraie connexion. Ça, c'est un vrai signe. Quelqu'un qui est vraiment HPI, qui a vraiment vécu les mêmes choses que vous, va pouvoir vous comprendre. Comme je dis souvent, il vaut mieux pour un élève qui a des difficultés en maths, un professeur, un enseignant qui a aussi vécu des difficultés en maths. Ben, c'est un peu la même chose pour le HPI. Il faut quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous, qui a un peu galéré avant de trouver ses solutions. Alors, je me tourne vers vos questions-réponses. Il me reste 2 minutes. Euh, donc j'ai répondu à la question d'Eric. Émilie, au niveau pro, faut-il le dire ou le cacher? Alors clairement, mais c'est très à l'emporte-pièce, mais vraiment, je dis d'une façon générale, il ne s'agit pas de le cacher, mais ne surtout pas dire je suis HPI. Par contre, Émilie, je vous invite vraiment à expliciter vos modes de fonctionnement, d'abord à les explorer pour pouvoir les expliciter, euh, voilà, les expliquer à votre entourage pour qu'ils puissent comprendre pourquoi vous êtes comme ça sera beaucoup plus facilement accepté. Karine, en quoi fondamentalement un HPI serait rejeté par les autres et qui amènerait le HPI du coup à se suradapter? Alors, tout simplement parce que le HPI est différent. En général, je vais dire, on a une certaine forme d'ouverture d'esprit, mais jusqu'à un certain point. Et dans certains cas, les HPI sont tellement différents par tellement d'aspects
que ça déborde. Et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. On a beau s'adapter, malgré tout, ça se voit. Et dans le monde professionnel, ça peut être assez envahissant. Ça peut être envahissant parce que on a besoin d'aller vite. Ça peut être envahissant parce qu'on a besoin de faire plusieurs projets à la fois et que ça convient pas aux autres. Ça peut être envahissant parce que on est menaçant pour certaines personnes, pour certains collègues, pour certains managers. Donc voilà toutes les raisons qui font qu'on peut être rejeté. Astrid, seulement 2% de la population HPI, mais le mot HPI est devenu une mode. Je trouve qu'on parle de plus en plus. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il pourrait y avoir le mythe de tout le monde HPI. Oui, ce serait peut-être. C'est lié au fait qu'on connaît mal le HPI et s'il y a des tas de gens qui ne sont pas HPI, qui espèrent que leur enfant HPI, eh bien, c'est peut-être parce qu'ils savent pas à quel point ça peut parfois être, j'allais dire, une difficulté, voire une souffrance. Hervé, j'ai toujours rebondi sans me poser de questions, sans avoir conscience de ce côté HPI. Un conseil, Cyril, pour terminer ma carrière en beauté, il reste 12 ans. Euh, Prenez rendez-vous, Hervé. Alain, j'ai plutôt l'impression d'être trop connecté à mes émotions. Peut-être, oui. Bah, ça peut arriver que certains soient en permanence connectés à leurs émotions et que ça déborde d'une certaine façon. Il y a pas comment dirais-je, de solution 100%. Il n'y a pas de situation qui est valable à 100%. Certains réagissent différemment, tout à fait. Quand on sait accepter, qu'est-ce que ça réduit le nombre, est-ce que ça réduit le nombre et la violence des rejets par les autres? Oui, clairement. Enfin, vraiment s'accepter soi-même, mais c'est pas la seule condition. Il faut aussi probablement être entouré de gens qui ne sont pas trop éloignés de soi, encore une fois. Nathalie, ce n'est pas schizo, ça marche vraiment, je suis d'accord. Ben, merci beaucoup. Yes, moi je cuisine. Ben voilà, excellent. Ça, c'est une super tactique aussi. Je crois que ça résume bien aussi, c'est que chacun doit trouver sa tactique et c'est la raison qui fait que quand je donne un peu des clés comme ça dans un webinaire, il faut faire extrêmement attention. Ça s'applique pas à tout le monde et c'est la raison pour laquelle moi, ma tactique à moi, c'est d'accompagner en mode coaching. Et le mode coaching, c'est pas du mode conseil. Je vais pas vous dire, voilà, tu fais un ça, deux ça, trois ça. Marc, je débloque régulièrement une problématique sur laquelle je réfléchis en allant courir. Ben voilà, merci beaucoup. Robin, je confirme, les sports d'endurance tels le triathlon, marathon fonctionnent bien, mais il faut en faire beaucoup et c'est chronophage. Oui, alors en même temps, moi j'y trouve d'autres intérêts. Donc dans le fond, je vois ça plus comme un investissement en temps. Alain Meunier, contrairement à mon père qui ne les exprimait pas du tout. Ben oui, effectivement, c'était pas du tout l'expression des émotions, c'était pas du tout l'habitude dans les générations d'avant. Comment être sûr qu'on est HPI, Petra? Ben, j'ai envie de dire se faire tester. Même si, enfin, j'ai plus beaucoup de temps pour en parler, mais il y a aussi des biais hein, au test. Par exemple, le fait qu'on peut perdre ses moyens en situation de test. Donc, une fois qu'on a passé le test et qu'on passe pas tout à fait la barre, ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas HPI. Et d'une certaine façon, quand on est à 125 ou 124 de QI, eh ben, on peut très bien être quand même assez fortement coloré de ces modes de fonctionnement. Comment ne pas se laisser envahir par son boulot? Je vais avoir du mal à répondre à toutes les questions. Comment récupérer la vidéo du webinaire? Ce soir, j'envoie le lien vers le replay, donc vous aurez vraiment la totalité de ce contenu. On en parle de plus en plus, ou bien tous ici ce soir, on se retrouve dans une bulle d'intérêt HPI. Oui, c'est vrai, bien évidemment. On est tous intéressés par le sujet. Comment acquérir le sens de l'effort? Ça, c'est une vaste question. Je vais avoir du mal à répondre rapidement, Virginie, mais je crois quand même que beaucoup de HPI ont ce sens de l'effort. Peut-être qu'ils l'ont perdu par découragement, éventuellement. Oui, il y a la méditation aussi pour débrancher l'ordi. Certes, clairement, la pleine conscience peut fonctionner pour certains. Comment se nomme votre application pour mettre les bouteilles les unes dans les autres? Je tâcherai de vous le renvoyer le lien, je ne sais plus, je ne sais plus. Comment vous fonctionnez pour l'accompagnement? Ça, j'en parle dans mes rendez-vous individuels. Donc, comme je vous ai renvoyé le lien vers mon calendrier, vers mon agenda, eh bien, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Vous n'êtes pas psychologue, ça pose pas de problème. Non, je suis pas psychologue, mais je sais pas pourquoi ça pose pas de problème, j'en sais rien. Je suis coach par contre, et en même temps, je me suis formé à une partie de la psychologie qui est la psychologie positive. Voilà. Bon, désolé, j'ai débordé, donc je vais tâcher de respecter mon timing.
J'arrête mon partage, comme ça, on me voit en plein écran. Est-ce que peut-être vous pouvez juste terminer, merci aux 52 spectateurs qui étaient là, par me mettre un petit message que je garderai en souvenir sur votre avis sur ce webinaire, s'il vous a apporté, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Voilà. Alors Didier, merci, très bien. Et puis bah écoutez, par avance, en même temps que vous mettez votre message, je vous souhaite une excellente soirée. En même temps, j'en profite pour vous dire, mais je vous le remettrai dans mon mail, que le prochain webinaire, ce sera septembre, 17 septembre, et je vous mettrai de toute façon le lien dans le mail que je vous envoie dès ce soir. Voilà. Merci pour ce webinaire concis mais efficace, très dense. J'ai noté ce qui m'a touché. Ah oui, alors je vous ai pas envoyé mes petits messages personnels, désolé, j'avais pas le temps, mais pour toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, je vous les donnerai bien évidemment en rendez-vous. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci, merci, super. Eh bien, écoutez, très bonne soirée à vous encore une fois et à très bientôt. Au revoir, bonnes vacances, bel été.